elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Qu'elle nous appartient, qu'elle est à nous aussi. Ce sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'autres films? T'as du clito. Les agences des hommes. Boum. Si je fais du cinéma, si je me lance, ce sera radical. Opportunity. Qui t'orientent. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. J'ai l'impression qu'ils ont des sujets. Je suis plus que jamais féministe. Pour les hommes, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes actrices, réalisatrices, productrices, parce que les femmes du cinéma sont à la pointe de la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui, parce que les représentations comptent, parce que dans l'art aussi, les femmes ont des plafonds de verre à briser. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Catel Kiléveré. C'est pas un milieu ouvert, c'est pas vrai. Il faut vraiment se battre pour entrer. Mais il y a aussi beaucoup de curiosité et de repérage de talent. C'est-à-dire que je pense qu'en France, si t'as vraiment une nécessité à faire du cinéma et que t'es doué pour ça, tu peux y arriver. Parce qu'on a un système unique au monde, exceptionnel, parce qu'on produit 300 films par an. Voilà. La réalité est beaucoup moins violente pour un réalisateur en France que partout ailleurs. Vous écoutez le cycle La Poudre aime le ciné. Catel Kiléveré, vous êtes réalisatrice, scénariste et l'une des figures de proue du cinéma français contemporain. Vous avez co-créé le Festival de Brive, un festival qui récompense de jeunes réalisateurs et réalisatrices pour des moyens métrages. Vous êtes aussi très impliquée dans la réflexion actuelle portant sur l'économie de l'industrie du cinéma. On va en reparler. Vous êtes une passionnée et je suis très heureuse de conclure ce cycle La Poudre aime le ciné avec vous. Merci. Alors, je vais vous faire un aveu, une sorte de coming out. Je viens de mettre en ligne 5 épisodes consacrés au cinéma et pourtant, je ne suis pas une très bonne spectatrice de cinéma. En fait, le cinéma souvent m'effraie. Il fait émerger des émotions que je m'attends pas à voir jaillir et comme je suis trop sensible, parfois je le vis mal. Je sors avant la fin, assez souvent. Et parfois, je sors même en colère, très en colère. Ça m'est arrivé après avoir vu Momie de Xavier Dolan. J'avais l'impression de m'être fait braquer mes larmes. J'étais vraiment, vraiment pas contente. Mais avec vous, ça va. Dans Suzanne, ou Devant réparer les vivants, je pleure, mais je me sens tenue par la main. Je frissonne, mais je vous sais près de moi. Et je trouve que votre cinéma, il se définit vraiment comme ça, par cette maîtrise du thermostat émotionnel. Est-ce que ça vous plaît que je dise ça ? Ça me touche beaucoup et ça me parle énormément en fait, parce que je pense que ça touche directement au cœur du cinéma que je cherche à faire, qui est un cinéma de l'émotion et de la relation au spectateur, quoi. Moi, je pense beaucoup mes films par rapport aux spectateurs, ce que je leur donne à ressentir et avec quoi je les laisse rentrer chez eux. Donc voilà, ça me parle beaucoup. Et même par rapport à ça, vous parliez de thermostat, mais j'ai même une méthode de travail thermostatique, on va dire, quand je tourne des scènes qui ont directement à voir avec la question de l'émotion. Je fais toujours, je dirais, 4 à 5 versions différentes de la scène, émotionnellement. Parce que je sais que je ne sais pas ce dont le film aura besoin et à quel moment il en aura besoin. Et donc ça me permet vraiment de pousser, ou au contraire retenir l'émotion à chaque moment et de prendre ces décisions-là au montage une fois que je commence un peu à comprendre le film que j'ai fait. Waouh, ça m'étonne pas. Enfin, après, je pense pas que ce soit une méthode. Enfin, elle est certainement employée par plein de réalisateurs. Hein. Je sais pas que c'est la mienne, hein. Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez réguler ensuite quand l'histoire se construit. Est-ce qu'on donne une énorme voilà, à quel moment il y a une décharge émotionnelle, à quel moment au contraire il faut la retenir. Enfin, tout ça est du fantasme et de la préfiguration, mais quand est-ce que je m'imagine que le spectateur
a besoin de pudeur ou au contraire... c'est toute la question des vases communicants en fait entre l'émotion que nous donne le film et l'émotion que reçoit et que va exprimer le spectateur dans la salle ou chez lui d'ailleurs. Mais pour moi, l'acteur est le vecteur de ça et en fait, je pars beaucoup du principe que moi au cinéma, je suis beaucoup plus touchée souvent par les personnages qui se retiennent de pleurer ou qui retiennent leurs émotions comme une question de dignité et de pudeur. Et je trouve que c'est souvent ce qui permet au spectateur de pleurer, justement, ou d'avoir sa propre émotion. Ouais. Donc il y a vraiment un truc c'est comme si l'acteur, il fallait qu'il fasse affleurer ses propres larmes pour que celles du spectateur coulent. Ouais. Il y a un truc comme ça. Ouais, ça me parle énormément. Ça me fait penser à François Damiens dans Suzanne, ce père qui voit sa fille partir à la dérive et qui en fait pleure jamais. Et j'ai jamais ressenti autant d'émotions authentiques de mère, de parents face à lui. Alors que voilà, c'était pas énorme, quoi. C'était, merci pour ces émotions qu'on ressent face à votre travail. Alors, vous êtes assez secrète, qu'a-t-elle qui les verrait ? Sur vos réseaux sociaux, on trouve ce petit mot d'excuse très élégant. Vous dites alors que désolé, vous n'avez pas du tout envie de poster sur les réseaux sociaux. Merci pour le soutien. Si vous voulez me rencontrer dans les festivals, salut, bisous, quoi. J'adore. En plus, c'est pas moi qui l'écris, c'est mon frère. Il est très efficace, le message. Il est sympathique, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai, ça fait pas un peu folle. Non, j'aime bien le merci à ceux qui me soutiennent. C'est pensé pour tout le monde. Non, mais j'allais dire que c'est presque courageux dans une époque contemporaine où on attend tellement, y compris des réalisateurs et réalisatrices qui s'exposent, qui se racontent, qui se mettent en scène eux-mêmes, de faire ça. Ouais, c'est vrai que je suis pas du tout à l'aise avec la mise en scène de soi. C'est un truc qui me bloque beaucoup. Je juge pas du tout, hein, mais moi, l'idée de devoir prendre du temps dans ma vie, dans ma journée pour me mettre en scène, ça n'a pas de sens pour moi, quoi. Et puis je pense que ça me prendrait énormément la tête, quoi, parce que du coup, je serais tout le temps en train d'avoir envie d'être aimée, d'être likée, d'être ceci, d'être cela. Je suis pas différente des autres, hein, donc ce serait une énergie énorme perdue, quoi. Donc j'essaye même pas de commencer, en fait. Voilà. J'ai un compte Instagram, par contre, que j'ai ouvert, mais alors vraiment... de manière complètement innocente, c'était pendant le tournage de Réparer les vivants d'ailleurs, et puis j'ai posté quelques photos comme ça pendant un moment, et en fait ça m'a totalement dépassée, quoi. Là aussi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie, ce rapport tellement auto-centré à tout. Alors soit c'est un outil de travail comme ça l'est pour plein d'acteurs par exemple, ils n'ont pas tellement le choix, hein, aujourd'hui, mais pour nous réalisateurs on n'a pas du tout besoin de ça, enfin on peut décider en tout cas de s'en passer. Et du coup voilà, je suis pas du tout sur les réseaux, et Instagram, je m'en sers, je dirais, plutôt à la fois de manière un peu voyeuriste, je pense, mais je regarde parce que c'est quand même une fenêtre de dingue sur le monde d'aujourd'hui, sur le monde contemporain, et je fais des découvertes aussi quand même grâce à Instagram dans le rap par exemple, je découvre plein de choses, dans la danse, dans la culture hip-hop, parce que c'est un outil qui est hyper utilisé par la nouvelle génération notamment. Et puis ça renseigne aussi sur les gens, sur qui ils sont, comment ils se perçoivent, comment ils ont envie d'être perçus et tout. Mais quand même, globalement, c'est énorme le déchet, quoi. Je peux pas m'empêcher de trouver ça quand même hyper pauvre. Et puis surtout, en fait, je lisais il y a pas longtemps dans une revue que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle America. Je lisais un interview de Bret Easton Ellis, c'est un écrivain que j'adore, évidemment. Et il parlait des réseaux sociaux, de la folie dans laquelle on est aujourd'hui, la place que ça prend dans nos vies. Et l'un des plus grands dangers de ce truc, je suis totalement d'accord avec lui, c'est l'autocensure, finalement. C'est le fait qu'aujourd'hui, tu veux plus prendre le risque de dire quelque chose qui va pas dans le bon sens, parce que tu peux le payer extrêmement cher sur ta vie intime, publique, ton travail, et ça, et puis il y a aussi l'immédiateté, quoi. L'immédiateté de la pensée, de la réaction, qui se détache complètement de la notion de pensée, en fait. On ne pense plus, on réagit. Il y a un sketch de Blanche Gardin là-dessus qui est génial. Elle en parle beaucoup mieux que moi.
Et donc pour la question du niveau du débat intellectuel global quoi, dans la société, c'est hyper inquiétant quand même. Je suis très d'accord avec tout ça. Et je trouve que c'est aussi une démarche de protection, en fait, parce qu'effectivement, ça amène une dose de négativité, de critique, de potentiel. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce que j'ai bien fait? Terrible est-ce que j'ai bien dit? En fait, pour l'ego, c'est un cercle vicieux évident, quoi. Puis un post-Insta, c'est un peu l'inverse d'un film, quoi. Un film, ça nous prend presque, parfois même des 10 ans entre l'écriture, les financements, le tournage, etc. C'est sûr, pour le coup. C'est sûr. C'est très lent, le cinéma. Alors, dans La Poudre, on rembobine pour comprendre les parcours et les destins des femmes qui font notre époque. Donc, on va revenir un peu en arrière, si vous êtes d'accord. Catel Kiléveré, vous avez grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les premières années de votre vie. C'était comment de grandir à Abidjan? C'est marrant, c'est vraiment la première fois qu'on me pose cette question en interview. C'était assez merveilleux, en fait. Je suis partie petite, quoi. Mais j'ai beaucoup de souvenirs. Et essentiellement des souvenirs sensoriels en fait je sais même pas comment expliquer ça quoi, tellement c'est la chaleur, la mer, la lumière, je pense que j'avais une vie super douce là-bas aussi. Mes parents ils étaient assez heureux je pense là-bas, donc c'est une sorte de étrange paradis originel dont j'ai été comme arrachée pour arriver en France un hiver où il neigeait, où j'habitais chez ma grand-mère. J'habitais chez ma grand-mère que je connaissais pas tellement et qui est devenue quelqu'un d'hyper important dans ma vie après. Et mon prochain film parlera d'elle d'ailleurs. Mais voilà, du coup la France c'était un pays froid, dur, il fallait tout recommencer et tout. Voilà. Et je me souviens de l'école aussi, surtout, parce que finalement, j'étais, je pense, la seule blanche dans une école. On était 2 blancs, je crois. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. Ouais, ce paradis originel perdu, je pense que ça doit être quelque chose de fort dans une trajectoire, surtout artistique, d'avoir vécu quelque chose comme ça, une espèce de rupture à 5 ans. Sûrement, ouais. Après, c'est pas comme si j'étais arrivée dans un contexte difficile. Hein. Je suis arrivée dans un contexte cool, familial et tout. Donc, il n'y avait pas de souffrance, mais il y avait sûrement du déracinement. Par contre, ouais, il y en avait. Oui, c'était pas une histoire d'exil. Non, c'était pas, rien à voir avec un exil. Donc, on va pas se plaindre du tout. Mais tous les repères changeaient. Ça, oui, c'est sûr. On vous parlait comment quand vous étiez petite? Comment on me parlait? Je sais pas, je m'en souviens pas. Quel genre d'éducation vous avez Quel genre d'éducation j'ai reçu? Je viens d'une famille, je pense, si on voit mon premier film Réparer les vivants, ça indique pas mal de choses sur moi. Même si le film n'est pas directement autobiographique, mais il y a beaucoup de choses personnelles. Un poison violent, vous voulez dire? Vous avez dit Réparer les vivants. Un poison violent. Qui est le plus récent. Tous mes films ont des choses beaucoup personnelles, mais ouais, un poison violent. Je viens d'une famille bretonne, catholique. J'ai grandi beaucoup dans une culture de la pudeur énorme, en fait. Enfin, les sentiments, globalement, n'avaient pas beaucoup leur place. Et c'est sûrement pour ça qu'ils ont une telle place dans mes films. Une éducation un peu dure, quoi. Et j'ai été hyper croyante, en fait, quand j'étais enfant. Jusqu'à 12 ans, à peu près, 12-13 ans. J'ai perdu la foi. Et puis, c'est à peu près au même moment qu'on découvre l'amour, la sexualité, le chaos du monde. Et c'est très particulier d'avoir grandi avec une notion de transcendance, du fait qu'il y a un monde après, qu'on retrouve les gens morts, que c'est un réconfort énorme, en fait, cette idée de Dieu. Et donc, quand tout d'un coup, ce truc-là se brise ou disparaît, le vide est assez total, en fait. Et je sais très bien que c'est pas par hasard que je suis allée me réfugier dans le cinéma, dans la culture en général. Enfin, tout d'un coup, en fait, les livres, les films étaient une consolation, quoi. C'est-à-dire que il y avait sûrement, mais c'était pas conscient, parce que là, ça paraît très cérébral, mais c'était vraiment instinctif. Il y avait une autre possibilité de se dépasser soi-même, de laisser quelque chose de soi,
ne pas faire que vivre sa vie, je sais pas comment dire autrement, mais je me souviens que je me disais ah mais c'est que ça la vie, et c'était effrayant quoi. Et je pense que s'échapper dans la fiction et la construire soi-même, c'est comme la possibilité tout d'un coup de reconstruire un monde qu'on maîtrise en fait. Un monde qui aurait un sens, quoi. Un monde qui aurait un sens, un monde qu'on maîtriserait. Et c'est pour ça que le cinéma, pour moi, est une expérience qui me fait tellement de bien, qui est si puissante, c'est qu'on a l'espace d'un moment, l'illusion de croire qu'on maîtrise, ouais. Alors qu'on ne maîtrise rien du tout, finalement. On sent dans Un poison violent, puis aussi dans certains de vos premiers courts-métrages, qu'il y a une sorte de nostalgie aussi de ce moment où vous aviez la foi, ou en tout cas le personnage de vos films avait la foi. Enfin, vous venez d'assez bien le décrire, mais je me demandais, qu'est-ce que ça permet de croire en Dieu ? Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment vécu ou cru, je crois, mais ça permet quoi, en fait, comme façon d'aborder le monde en tant que petite fille, notamment ? Je pense que c'est un refuge d'abord pour la culpabilité, énorme. Je pense que les enfants, en fait, sont des êtres souvent plus mélancoliques qu'on le croit et se sentent toujours coupables de ne pas être assez à la hauteur de ce que leurs parents voudraient qu'ils soient, de cette idée du bien dans laquelle on les fait grandir et tout. Et la culpabilité, ça a aussi à voir avec la religion, totalement. Et donc pouvoir... se déculpabiliser, je pense que ça sert beaucoup à ça. Ça sert beaucoup à ça aux adultes. Et après, c'est donner du sens, ouais. C'est donner du sens là où il n'y en a pas. C'est surtout ça. Voilà. Et cette rupture cette perte de foi dans votre famille, elle a été bien vécue, ou ça a été une forme de rébellion par rapport à vos parents, par rapport à votre éducation ? En fait, non, elle était bien vécue parce que mon père, par contre, lui, il a eu un trajet aussi par rapport à la religion. Il a grandi dans la religion, mais il est devenu vraiment athée. Et c'est du côté de ma mère, en fait, que c'était vraiment... tout le monde est vraiment croyant. C'est avec ma mère, du coup, que j'ai toujours été à la messe, tout ça. Donc, la possibilité de ne pas croire, elle était déjà là, en fait. C'est moi qui croyais, Je veux dire, si j'avais voulu arrêter de croire plus tôt, ça aurait été possible aussi. Mon frère... vous forcer, quoi. Ah non, mon frère, par exemple, il s'est tapé la messe et tout aussi, mais je veux dire, il était moins là-dedans que moi à l'époque. Après, ça s'est inversé. Mais il n'y avait pas de souci, en fait. Il n'y avait pas de souci. Non, c'est moi qui trouvais quelque chose d'important. Et du coup, je suis restée toujours très... je sais pas comment dire. J'ai eu une période hyper athée, hyper anticléricale. Je suis absolument... en colère contre l'institution catholique, l'église catholique, aujourd'hui, me dégoûte, en fait, profondément. C'est quand même le premier réseau pédophile au monde, quoi. C'est une horreur, quoi. Et je trouve qu'elle fait pas son travail de mea culpa et de prise en charge de tout ça, bref. Mais j'ai toujours beaucoup profondément de sympathie pour les gens qui croient, pour quelles que soient les religions. C'est un truc qui m'intéresse et qui me parle, en fait. Donc voilà. Ouais. Pas tomber dans ce biais qui est souvent très présent en France, d'être tellement laïque qu'on se met à rejeter toute forme de foi comme étant une anomalie anti-républicaine, au secours, quoi. Non, pas du tout. Pas ça qu'il faut porter, quoi. Et pas du tout. Et puis, moi, je me considère agnostique aujourd'hui, je suis plus qu'athée. Donc la question de Dieu, pas Dieu, est une question... c'est à la fois une question fondamentale, en même temps, moi... Elle m'apporte plus aujourd'hui cette question-là, mais je comprends qu'elle apporte aux gens. J'ai un respect infini pour ça. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans foi, pour plein de raisons liées à leur vécu. Et c'est la dernière chose que je manquerai jamais de respect à ça, en fait. Et puis cette dimension sacrée, Dieu ou pas Dieu, elle est quand même très présente dans vos films. Ouais, même dans les plus récents, on sent qu'il y a quand même une volonté qui ait du sens ou qui ait des destins. En fait, ça s'est déplacé sur la question du hasard et du destin. En fait, j'essaie dans mes films toujours de poser cette question-là. La disponibilité à vivre les choses, en fait. Est-ce qu'on était destiné à vivre cette histoire d'amour, cette trajectoire-là Encore une fois, qu'est-ce qu'on maîtrise, qu'est-ce qu'on ne maîtrise pas cette notion-là de trajet et de sens, elle est là. Donc, ouais, je pense qu'elle sera toujours là, en fait. Vous êtes née femme,
où vous l'êtes devenue? Super question. Je sais pas si je suis née femme, mais je me suis sentie garçon très longtemps. Je pense que c'est lié... pour moi, c'est lié à plein de trucs. C'est lié, je pense, à l'arrivée de mon frère. On n'a pas trop d'écart, on a 2 ans et demi d'écart, c'est pas beaucoup. Et je pense que j'étais extrêmement jalouse de mon frère, qui a un peu détruit, certainement, un paradis. Et le fait qu'il était garçon, d'ailleurs, je me souviens, c'était en Afrique, notre nounou commune, elle adorait mon frère parce qu'il était... c'était un garçon déjà. Et puis, il était un peu gros, il mangeait, tout ça, il adorait manger, machin. Et je pense que voilà, les garçons avaient plus de valeur que les filles. Et je le sentais bien. Et puis aussi, ça, je pense que ma mère était plus épanouie en tant que mère avec lui qu'avec moi, parce qu'avec moi, ça avait été un peu difficile. Enfin, c'est ce qu'elle raconte, en tout cas. Donc, voilà, j'étais jalouse. Et je pense que l'identification est reliée à ça. Et puis, les premières images aussi, les tout premiers dessins animés que je voyais quand j'étais là-bas, je me souviens très bien, c'est Tom Sawyer et Huckleberry Finn en dessin animé. Et j'étais complètement dingue de ces dessins animés, de ces 2 garçons. Au générique entêtant qui est dans ma tête, là, merci. C'est clair. Donc j'étais vraiment amoureuse de Tom et de Finn, mais je sais pas comment dire, je pense que j'étais garçon moi-même dans cette projection, je sais pas comment dire, c'est comme aussi, c'est à travers toutes les représentations qu'on avait, nous, enfants des années 80, en fait, ceux qui étaient libres, qui pouvaient faire des conneries, qui pouvaient passer par la fenêtre, c'était les mecs, quoi. Et donc forcément, je pense que quand t'as envie de ça, tu te projettes de cette manière-là, quoi. Les filles, c'était quand même Princesse Sarah, quoi. Ouais, c'est-à-dire la victime, la petite miséreuse avec sa poupée qui pleure, quoi. Donc, ouais, on n'a pas envie d'être dépressive. Donc voilà, l'espace d'imaginaire et de projection, il était plus garçon. Et d'ailleurs, je sais que, par exemple, dans mon tout premier court-métrage, qui s'appelle À bras le corps, c'est une fratrie comme ça de garçons, et là aussi c'est un film qui raconte un truc personnel aussi, mais ça m'est pas venu à l'idée de faire une fille et un garçon, quoi. C'était 2 garçons dans ma tête. Et l'identité féminine, elle est arrivée après, avec le long métrage, la représentation du féminin, et qui est finalement ce qui me passionne le plus, c'est ce qui m'a, en tout cas sur Un poison violent et sur Suzanne, m'a passionnée. Parce que du coup, mais qu'est-ce qui fait qu'on devient femme à quel moment? Enfin, moi je sais que les garçons dans ma vie, les garçons dont j'ai été amoureuse, m'ont permis de devenir une fille, en fait, bizarrement. M'ont fait me sentir une fille. Et m'ont fait aimer être une fille, en fait. Ouais. Mais justement, vous parlez de cette passion que vous avez pour les récits de femmes, et je me suis demandé, en fait, en regardant vos films, et puis avec la réflexion aussi que j'ai depuis 2 ans avec les artistes que je vois dans La Poudre, si en tant que femme, on n'est pas obligé de commencer par là aussi. Justement parce que les représentations sont tellement rares, qu'il y a tellement d'histoires, tellement peu d'histoires de jeunes femmes, d'adolescentes qui vivent des moments... Enfin, ça a été peu représenté, en fait. Et donc, je me demande si on n'est pas finalement condamné par... se retrousser les manches, et puis hop, il faut aller dans cette direction-là, il faut mettre dans les yeux, dans les oreilles du public des histoires de femmes, parce qu'il n'y en a pas, quoi. Ah oui, totalement, et c'est vraiment dès la petite enfance, quoi. Dès les dessins animés, c'est super important. Nous, on a vraiment grandi qu'avec des dessins animés où les figures un peu romanesques, un peu... qui invitent un peu à vivre, à oser vivre, c'est des garçons, quoi. Le générique de Candy, par exemple, quand on était petite, Candy, c'est toujours gentil, toujours joli, quoi. C'est fou. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as une petite fille, moi j'ai un garçon et une fille, c'est incroyable comme, en fait, dès la toute petite enfance, un garçon, spontanément, tu lui dis « Ah, t'es fort, t'es grand », et une fille, tu lui dis « T'es jolie, t'es gentille ouais. ». Ça sort tout seul. Ma fille, j'arrête pas de lui dire « Ah, t'es forte ». Ouais, mais c'est du travail, quoi. Ouais, c'est une déconstruction. Ouais, c'est une déconstruction, à fond. Alors, vous avez choisi une autre religion donc à l'adolescence, celle du cinéma, qui devient une vraie passion. Vous dévorez toutes les filmographies, notamment de Maurice Pialat.
Et vous avez une formation universitaire. Vous êtes devenu cinéaste par la fac. Vous avez fait un DEA de cinéma à Paris 8. C'est ma fac, represent. Ça change quoi de devenir cinéaste sur le banc de l'université plutôt qu'à la FEMIS, par exemple? Alors, je sais pas si je suis devenue réalisatrice par l'université non plus. En fait, déjà, je suis hyper... je trouve ça super, au final, de pas avoir fait d'école de cinéma. J'en suis très, très heureuse de ça. De pas avoir été très tôt, en fait, prise dans un truc d'élite d'une école, aussi bien soit-elle, hein, mais où il y a quelque part une débauche de moyens pour très, très peu d'élèves, en fait. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve presque un peu gênant aujourd'hui. Il y a 5 élus chaque année en réalisation, c'est hallucinant en fait. C'est rien du tout et ce cas très très privilégié, moi je suis contente finalement de ne pas y avoir eu accès, parce que j'ai passé le concours, je l'ai raté. Du coup je suis allée à la fac, parce que je pensais que voilà, pour faire du cinéma, il fallait faire une école, nan. Et donc j'ai appris mon métier sans d'enseignant directement, parce que Saint-Denis, bon, il y avait un peu de pratique à la fac, mais pas énormément. Par contre, j'avais fait 2 ans d'études avant à Nantes, dans un truc qui s'appelle Cinésup, qui est absolument génial, où là, du coup, j'ai quitté Paris, je suis allée vivre ailleurs. Il y avait de la pratique, donc j'ai découvert ce que c'était que filmer, mettre en scène et tout, et c'était merveilleux. Et c'est là que j'ai vérifié mon désir de faire des films. Et après, à la fac, j'ai fait un court-métrage, mais j'étais... Ouais, je dirais que mon école, ça a été quand même beaucoup mes courts-métrages, finalement, et les films des autres. Voir les films des autres, les analyser, évidemment. L'analyse filmique, c'est un outil énorme pour devenir réalisateur. Enfin, c'est fondamental, en fait, à un moment, quand même, s'attaquer à la grammaire du cinéma, quoi, parce que le cinéma, c'est un langage. Et il y a des choses à lire là-dessus, des choses à voir là-dessus. Donc la fac a été hyper importante. Mais il y a un autre endroit qui a été hyper important pour moi aussi, dans ma formation, c'est la Société des réalisateurs de films, en fait, qui est une association de cinéastes militants pour la défense vraiment du cinéma indépendant et de la place des réalisateurs, de leurs paroles, de leurs pensées, dans tout le système de fonctionnement du cinéma. Et ça, j'y ai débarqué, en fait, un peu... par hasard. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en fac, j'avais fini ma maîtrise, je crois, ou j'étais en maîtrise, et mon prof de maîtrise, c'était un réalisateur qui s'appelle Jean-Henri Roger, qui est décédé depuis, qui était un cinéaste, mais en fait surtout un très grand militant, quelqu'un qui a fait énormément pour les sans-papiers notamment, et aussi au sein de la fac de Saint-Denis, mais pour le cinéma en général. Ça a été quelqu'un de très très important sur les droits des réalisateurs, la place des réalisateurs. Et on s'aimait beaucoup, et en fait moi j'avais prévu de repasser un concours. Je voulais essayer l'INSAS en Belgique, et j'étais en même temps tombée amoureuse d'un garçon qui voulait faire des films aussi. Et puis je commence à préparer le concours et tout, et en fait on se dit bah tiens, on va tous les deux tenter le concours, on va essayer et tout. Et puis moi je bossais et tout, bon élève, puis lui il foutait rien du tout. Et j'étais en train de me dire bon, qu'est-ce qui va se passer si lui il a l'école et que moi je l'ai pas? C'est l'horreur. Ça va être l'horreur. Si moi je l'ai et qu'il l'a pas, ça va être l'horreur. Ça va pas non plus. En fait, ça va nous séparer cette affaire. Et en fait, mon histoire d'amour était plus importante qu'une école de cinéma. Et en même temps que ça, ce prof, donc Jean-Henri Roger, me dit mais Catel, tu voudrais pas venir bosser à la Société des réalisateurs de films? On cherche en gros une sorte d'assistante, secrétaire et tout. Et en fait, je prends le boulot, je prends le job, mais en fait, voilà, parce que je privilégie mon histoire d'amour, parce que je veux rester à Paris pour la vivre, et puis parce que ça me permet de gagner, d'être indépendante de mes parents et de payer mes études, quoi. Et là, j'ai 21 ans, en fait. Et donc, je fais ce choix de vie, que je regretterai jamais, qui était merveilleux. Et là, du coup, à la SRF, j'ai rencontré tous les réalisateurs, en fait. Et j'ai appris comment fonctionnait le cinéma français de l'intérieur, alors qu'à la base, l'économie, tout ça, ça m'intéressait vraiment pas du tout. Et ça a été une super école de la vie, en fait. De voir les réalisateurs galérer, de voir leurs problématiques, de les rencontrer. Ouais, peut-être la SRF, finalement, a été mon école de cinéma. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est vraiment passionnant. J'ai découvert ça effectivement en lisant votre parcours et je trouve ça vraiment intéressant, cette espèce de connaissance des rouages financiers que vous avez gagné en fait très tôt, à 20-21 ans, alors que vous n'aviez même pas encore lancé la production d'un long métrage, et encore moins ni d'un court ni d'un long. Et je me suis demandé si justement c'était pas un atout qui vous avait permis de briser quelques plafonds de verre, parce que on sait que évidemment, comme dans toutes les industries, le nerf de la guerre c'est l'argent, et que les femmes ont souvent plus de difficultés à lever des financements. Les films de femmes, en fait, de fait, sont moins chers que les films réalisés par des hommes. Est-ce que vous pensez que cette école-là, ça vous a permis de déjouer deux, trois pièges qui auraient pu se mettre sur votre chemin en tant que femme réalisatrice? Je sais pas, on peut jamais savoir ce qu'on serait devenu si on avait... Tu vois, qu'est-ce que je serais devenue si j'avais passé la Fémis et que je l'avais eu? J'en sais rien, je saurais jamais. Mais ça m'a déniaisé en tout cas, ça c'est sûr. Et surtout, j'ai jamais été dans un moment privilégié. C'est-à-dire que ça a toujours été compliqué le cinéma. Je l'ai jamais vu autrement que compliqué et dur dès le départ. Vous étiez préparée à cette réalité-là, voilà, en fait. J'ai capté tout de suite, j'ai fait ok, ça va être très, très compliqué. Et après, j'ai eu la grande chance de faire un premier court-métrage qui m'a lancée en fait, qui a vachement bien marché en festival et tout, à Bras-le-Corps. Je connaissais personne, moi, par ailleurs. Enfin, je viens pas du tout du cinéma, mes parents n'ont rien à voir avec ça. Je connaissais pas de producteur, donc c'est le GREC, en fait, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques qui a soutenu mon scénario et qui a financé mon premier cours, et ça a tout lancé. Et après, j'ai pas eu de parcours lisse, c'est-à-dire que mon premier long, ça a été une galère énorme pour le produire. On a mis 2 ou 3 ans à le financer. Aucun distributeur n'en voulait. J'ai passé 4 fois l'avance sur recette, je l'ai pas eu. Et ça, c'est grâce à Arte que je l'ai fait, ce film, vraiment. Mais ce film tient à un email, en fait, vraiment. C'est-à-dire que on avait quoi, la région Bretagne, c'est tout. Et puis Arte, en fait, ça faisait plusieurs mois qu'on attendait de passer en comité. Et que c'était Philippe Rayac à l'époque. Il disait oui, j'aime bien le scénario, je vais vous faire passer, nanana. Et puis, il le faisait pas. Et puis, au bout de 6 mois, il envoie un mail à mon producteur Justin, qui était très jeune aussi, qui avait mon âge, quoi. Et il lui dit finalement, j'ai changé d'avis, je vous fais pas passer en comité. Donc, vous n'avez pas Arte. Donc, on reçoit la lettre officielle, on n'a pas Arte. Et là, catastrophe, parce que ça fait 3-4 ans qu'on se bagarre. Et je me dis, ok, c'est foutu. Et donc, en fait, il lui a renvoyé un mail. Je sais pas ce qu'il a écrit dans ce mail, mais il lui a dit, vous pouvez pas nous faire ça, c'est pas possible. C'est impossible que vous nous fassiez ça. S'il vous plaît, rencontrez-nous. Prenez 1 heure, un café avec nous pour qu'on vous parle du film. Et après, vous prendrez votre décision. Et Michel Rayac a dit, ok, bon, d'accord. Et donc, on s'est vu au café. Je me souviens que j'avais l'impression que je jouais ma vie. J'avais 1 heure pour convaincre ce mec que je connaissais pas qu'il fallait qu'il me fasse passer en commission. Ce qui veut pas dire que j'ai Arte, mais juste qu'on puisse passer en commission. Parler, quoi. Et ça a marché. À la fin du rendez-vous, il s'est dit bon, ok, je vous fais passer. Ouais. Et là, on a Arte à l'unanimité. Et parce qu'on a Arte, du coup, on arrive à trouver finalement un distributeur et à faire le film. Mais comme quoi, parfois, les choses tiennent à ça dans le cinéma. Un mail, un café, une rencontre, un truc. Et il faut jamais oublier ça, que c'est extrêmement fragile. Voilà, ça tient qu'à un fil, comme dirait NTM. et cette chose-là, en fait, quand on la comprend, qu'on la sait dès le départ, je pense que ça aide, parce que c'est juste que il faut survivre à ça, il faut avoir ça toujours en tête, et donc se battre aussi jusque dans les détails, quoi, des choses. Ouais. Voilà, et Suzanne, ça n'a pas été beaucoup plus simple. Ouais, je sais que ça a été aussi beaucoup de galère. D'ailleurs, vous avez dû mettre le projet de côté pendant quelques années avant de le reprendre, Suzanne, j'ai l'impression. Non, en fait, c'est parce que Suzanne, je l'ai écrit en fait avant de tourner Un poison violent, parce qu'un poison violent se faisait pas. C'était un poison violent qui s'annulait, on ne trouvait pas d'argent. Donc j'avais écrit la première version de Suzanne avant, parce que je me disais, bon, j'y arriverai pas, il faut que je passe à autre chose. Et c'est pour ça aussi que j'étais allée voir un autre producteur, Bruno Lévy, d'un commun accord avec Justin. On s'était dit, bon, il faut que tu... Voilà, il fallait que je bouffe piste, aussi, quoi. Donc voilà, lance une autre piste. Et entre-temps, finalement, on a eu Arte, et donc j'ai tourné Un poison violent. Mais Suzanne aurait pu être mon premier film, finalement, aussi. Voilà. Et après, Suzanne, ça a été difficile parce que on n'a pas eu de chaîne hertzienne, en fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, Michel Rayac...
trouvais le scénario trop sombre. Donc tout d'un coup, voilà, celui qui m'avait sauvée sur Un oiseau violent n'était plus intéressé sur Suzanne. Et France Télévisions n'était pas intéressé non plus. Enfin, je crois qu'ils nous avaient dit oui, il y a 2 films qui se ressemblent un peu. Enfin, même profil, c'était le film de Rebecca à l'époque, Grand Central. On faisait tous nos films en même temps. Et je me souviens très bien, ils ont dit on a choisi Grand Central. Ok, bon, voilà. Ah là, c'est terrible. En plus, la mise en compétition est complètement assumée, directe. Ouais, ça c'est aussi une donnée énorme dans le cinéma. On vous donne pas les sous à elle, à vous, parce qu'on les a donnés à elle, quoi. Merci, c'est pas comme s'il y avait de la place pour tout le monde. On est constamment en concurrence. Mais en l'occurrence, Rebecca, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et vous étiez ensemble au lycée, je crois. Ouais, au collège. Ouais. Au collège. On est amis. Mais oui, ça c'est quelque chose qu'on vit aussi tout le temps en fait. On prend toujours la place de quelqu'un dans le cinéma. Mais quand vous parlez de ce café, de ce mail qui change tout, moi il y a quand même un mot qui me vient à l'esprit, c'est l'entre-soi. Et je me dis que c'est aussi, j'imagine que quand on vient déjà comme vous d'un milieu où le cinéma est pas forcément un père producteur ou je sais pas scénariste, mais j'imagine même encore pire que dans un milieu populaire, quand on est une personne immigrée qui vient de banlieue. Le cinéma c'est aussi quelque part un endroit où le privilège joue beaucoup, vous avez l'impression? Privilège, je sais pas, de genre, de classe, de race. Énormément. C'est pas un milieu ouvert, c'est pas vrai. Faut vraiment se battre pour entrer. Et moi je suis issue de la classe moyenne et j'ai grandi à Paris. Donc j'ai un atout énorme. J'ai des codes, forcément, j'ai des codes que t'as pas si tu viens d'ailleurs, si même ne serait-ce que de province aussi. Et encore, je connaissais personne, mais voilà, j'avais déjà quelques codes. C'est très compliqué à pénétrer, il y a beaucoup d'entre-soi. Mais il y a aussi beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture et de repérage de talent. C'est-à-dire, je pense qu'en France, si tu as vraiment une nécessité à faire du cinéma et que tu es doué pour ça, tu peux y arriver. Parce qu'on a un système unique au monde, exceptionnel, parce qu'on produit 300 films par an. Voilà. La réalité est beaucoup moins violente pour un réalisateur en France que partout ailleurs. Donc c'est possible, et ça bouge quand même, ça bouge un peu, quoi. Mais surtout, quand tu démarres dans le cinéma, ça n'a rien à voir d'avoir des parents derrière toi, de te dire je suis pas à la rue, je peux ne pas gagner ma vie pendant 5 ans, 10 ans, enfin, ou mal gagner ma vie. De toute façon, je pourrais toujours rentrer chez ma mère, ou je pourrais toujours... Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui part de zéro, qui est tout seul, qui doit bouffer, et qui doit avoir le courage de faire ces choix-là pour sa vie entière. Ça n'a rien à voir, la prise de risque. C'est ça surtout, moi, je trouve, quand tu viens d'un milieu où t'es un peu privilégié. Ça joue tellement sur tous tes choix. Ce que j'adore, en fait, et vous venez de le dire en lisant votre parcours, je me dis, en fait, elle est militante. Alors, vous n'êtes pas forcément engagée sur les questions de sexisme ou de genre dans le cinéma, mais vraiment pour la création. Je me suis dit, en fait... Son credo, à elle, c'est « il faut qu'il y ait du cinéma ». Vous vous battrez jusqu'à la fin de votre vie pour que le cinéma existe, en fait. C'est un peu ça qui vous anime. Quand vous créez, par exemple, le Festival de Brive à seulement 23 ans ou 24 ans, c'est quand même incroyable de faire émerger de nulle part un projet pareil, un festival de cinéma qui maintenant existe depuis 15 ans et est super renommé. C'est ça votre moteur, il faut que le cinéma existe, il faut à tout prix qu'il y ait du cinéma. Sûrement, je sais pas... En fait, le militantisme, c'est une question compliquée dans le sens où on fait toujours les choses à la fois pour les autres et pour soi. Il faut être honnête avec ça. Et déjà, quand on l'est, ça, je trouve, on le fait mieux. On milite mieux quand on l'est. Et sûrement que mon parcours a fait que j'ai eu envie, aussi justement, de par la fragilité des réussites, ou des échecs, il y a un truc tu te dis mais ça tient à ça, mais il faut absolument préserver justement la souplesse, l'ouverture de système pour qu'il y ait toujours des gens qui puissent rentrer, pour que ça reste ouvert, mais c'est vrai que moi c'est un truc qui me touche, c'est l'envie que le cinéma français soit plus ouvert en termes de diversité. Ça c'est sûr, ça c'est un truc qui m'importe beaucoup, parce que il y a une mission quand tu fais des films, c'est en fait tu regardes le monde dans lequel tu vis, tu représentes ta société, et donc les réalisateurs doivent eux-mêmes être représentatifs de la société dans laquelle on vit. Il ne peut pas y avoir que des blancs de classe moyenne, essentiellement des mecs.
qui fassent du cinéma, parce que la société française ne sera jamais racontée et représentée dans le cinéma si ça reste comme ça. Donc oui, ça me touche, et c'est pour ça que c'est génial qu'on se batte pour qu'il y ait plus de femmes, mais pas seulement, quoi. Pour qu'il y ait plus de tout le monde, en fait, derrière la caméra, quoi. Et puis que les gens soient payés correctement, c'est aussi ça que vous faites avec la convention collective qui a été adoptée en 2013. Aussi, voilà, ça concerne aussi le machiniste, la costumière, le chef-op, ou la chef-op d'ailleurs. Il faut que les salaires soient équitables et les conditions de travail décentes. Ouais, alors quoi. ça, c'est une question assez compliquée, la question de la convention collective. Ça va être dur de... Ouais, ça a été des années de négociations. J'ai l'impression, j'ai lu quelques articles sans avoir forcément saisi tous les enjeux. Mais et puis c'est encore un enjeu là, puisqu'elle est la renégociation, c'est maintenant. Les 5 années sont passées. Mais en tout cas, nous, notre moteur à la SRF, c'était de dire il faut une convention collective dans notre métier. C'est pas possible qu'il n'y en ait pas, on est tous d'accord. Il faut protéger les travailleurs en général. Mais on n'est pas dans n'importe quel corps de métier. On est dans une industrie très spéciale, une industrie de prototype. C'est-à-dire que chaque film a une petite économie à lui tout seul. Il peut coûter 500 000 euros comme il peut coûter 15 millions d'euros. Et c'est ça, avec la folie, la beauté de notre cinéma, c'est que ces films-là peuvent coexister. Donc comment imaginer une convention collective ? C'est-à-dire des grilles de salaire qui correspondent à la fois à un film qui coûte 500 000 euros et un film qui coûte 15 millions. Qui contraignent, mais qui n'empêchent pas un film à petit budget de se faire. Voilà, évidemment. C'est-à-dire qu'en voulant protéger les travailleurs, il ne faut pas qu'on se retrouve à finalement tuer, faire disparaître, je dirais, une 50aine de films par an, parce que c'était ça l'enjeu. Parce que finalement, c'est moins de travail aussi, au final. Donc, et puis surtout, c'est plus d'émergence de nouvelles générations, parce qu'on sait que les plus pauvres dans le cinéma, c'est les jeunes, ceux qui démarrent, et à qui le marché ne confie pas encore d'argent. Et puis, les cinéastes aussi, souvent, les plus audacieux, en fait. Ceux qui font des films qui vont pas dans le sens du marché. Donc, si on veut que ces films-là continuent à se faire, il faut aussi que la Convention les protège. Voilà. Non, mais c'est passionnant. C'est vraiment, j'ai réalisé des choses que j'avais jamais vraiment, j'ai pas vraiment pris la mesure de tout ça avant de lire ces articles concernant cette convention. Donc bravo pour ce travail, parce que ça me semble j'étais loin important. d'être, on était nombreux oui, bien sûr, dans cette affaire. Alors, je voudrais qu'on parle de L'Imprudence. Ah ouais, un court-métrage qui parle de 2007. Je l'ai adoré. J'ai trouvé ce film, mais hyper féministe, en fait. Ah, c'est drôle. Est-ce que je peux vous demander de le raconter, de le pitcher ? Ce sera mieux dans votre bouche que dans la mienne. C'est marrant parce que je suis pas hyper à l'aise avec ce court-métrage. Je crois que je l'ai revu. Il y avait une rétrospective de mes courts-métrages dans un festival à Paris, et quand je l'ai revu, je me suis dit waouh, mais c'est mauvais. Pourtant, c'est un poison violent condensé. Hein. Ouais, parce que je l'ai fait dans le cadre d'Émergence. Donc, Émergence, c'est un super endroit aussi qui a été inventé par Elisabeth Depardieu, et c'est une résidence qui accueille en fait des réalisateurs qui ont un projet de premier long. Et si ton scénario est choisi, tu peux tourner une scène de ton film. Enfin, ça t'aide à plein de choses. Et donc, j'ai fait ce court-métrage dans ce cadre-là. Donc oui, c'est très proche d'un poison. Je dirais que ça s'inspire un peu du mythe de Diane. Diane, la chasseresse. Enfin, c'est dans la mythologie, Diane, c'est celle qui attirait en fait les garçons dans la forêt et qui les perdait. Et voilà, c'est une jeune fille en fait qui comment on raconte ça, qui rencontre un garçon, ils se promènent dans la forêt et finalement elle l'attire en fait, et en même temps elle le perd. Et il y a cette phrase qui dit qu'il dit c'est la peur qui te sauvera, quelque chose comme ça. Et il y a cette idée, je sais pas si c'est féministe, il y a cette idée en tout cas de liberté. C'est quoi qui vous fait dire que le film est féministe ? Le garçon, alors voilà, on est avec un adolescent de 14 ans qui pense évidemment qu'aux femmes, aux nichons, et là dans votre internat, vous déshabillez tout en même temps dans la chambre. Enfin, on a envie de lui donner des baffes, quoi. C'est un petit porc en puissance. Et j'adore la façon dont la jeune fille lui bande les yeux, le séduit, et lui demande de la suivre en étant très comme ça aguicheuse. Et puis repart, finalement le laisse paumer dans les fougères et repart avec son bâton de pèlerin. Se sauver, en fait. Je trouve que c'est
Oui, c'est un film de résistance en fait contre les agressions sexuelles en réalité. Ah, c'est marrant. Je l'ai en tout vécu cas, comme ça. Il y a cette chose de dire, en fait, cette idée que la peur dans la sexualité, c'est aussi important en fait. C'est-à-dire que les garçons doivent aussi assumer. Enfin, pour moi, ce garçon, c'est pas un petit porc en puissance, mais en tout cas, c'est juste un garçon qui a... C'est un garçon de 14 ans. C'est un garçon de 14 ans, mais... Tel que la société les modèles un peu, j'ai envie de dire quand même. Mais je dirais que ça raconte qu'en fait, il faut assumer d'avoir peur, quoi. Ça fait peur le sexe, ça fait peur autant aux garçons qu'aux filles. Et la peur te sauve de ta bêtise, en fait, et de ta manière d'aborder les choses qui est pas la bonne. C'est un peu ça que ça essaye de raconter, je crois. Bon, en tout cas, c'est vrai que du coup, j'ai regardé dans l'ordre et quand j'ai vu Un poison violent, que j'avais pas vu, j'avais vu vos 2 plus récents, mais pas celui-ci. C'est marrant, il y a même des clins d'œil, on retrouve des motifs, la boîte des gâteaux, enfin, il y a des choses qu'on retrouve d'un film à l'autre. On voit vraiment que c'est la maturité cinématographique qui arrive avec ce premier long. Alors, qu'est-ce que vous avez réglé avec ce film-là, si vous avez réglé quelque chose? Quelle dimension cathartique il a apporté à votre vie, ce film qui parle finalement de la perte de foi d'une petite fille bretonne, comme vous l'avez été? Je sais pas, en fait. Je sais pas si on règle des choses, en fait, avec les films. Je crois pas vraiment, mais... souvent, on fait des films pour mettre à distance aussi des peurs, en fait, quoi. Mais ça, c'est plus vrai, par exemple, sur Réparer les vivants, ou peut-être Suzanne. Peut-être aussi sur celui-là, mais pour se renforcer, en fait, en mettant à distance des événements ou des peurs. Enfin, il y a cette phrase de Truffaut que j'ai toujours beaucoup aimée, où il dit un film pour un réalisateur, c'est toujours ce qu'il a vécu, ce qu'il a eu peur de vivre, et ce qu'il aimerait vivre, ce qu'il a envie de vivre. Et donc, pour moi, la fiction s'articule totalement autour de ces 3 tensions, en fait. Et il y a de ces 3 tensions dans Un poison violent. Mais je dirais que c'est la résilience, en fait. C'est un moteur de tout, j'en ai pas fait 36, mais de mes récits, c'est la résilience, en fait. C'est comment la pulsion de vie dépasse la pulsion de mort. Comment on peut se sortir des choses, comment on peut se libérer de ce qui nous empêche, en fait. Et là, dans Un poison violent, ça passe par la famille, ça passe par la mise à distance de la famille, de la foi, de l'emprise. Du grand-père, Michel Galabru, qui est aussi un peu envahissant. Qui a une emprise aussi, voilà. Puis de la mère, Lio, qui est magnifique dans ce film. Ouais, elle est super. Très pieuse. Donc c'est là-dessus, c'est sur la résilience, la nécessité enfin, l'émancipation, ouais. C'est ça, en fait, je pense. Il y a une représentation aussi de tabou dans ce film, vraiment. Enfin, la scène avec le grand-père, moi, je l'ai trouvée assez... j'ai fait « Ah oui !» Mais voilà, c'est aussi la réalité. Et je saute parce que je crois qu'il faut qu'on avance un peu dans votre filmographie, mais un autre tabou que vous avez représenté dans Suzanne, c'est celui de l'abandon d'enfants. Ouais. Et alors pardon, moi je mets du féminisme partout, hein, ça c'est mon biais, mais je trouve encore une fois que c'est un geste très féministe de représenter l'abandon d'enfants. En fait, j'en discutais avec Amandine Gay, qui est en train de faire un film sur l'adoption, et qui me disait que cet abandon d'enfants par la mère, il est tellement tabou qu'il n'y a aucun film qui en parle. Elle a cité Suzanne comme étant heureusement un des exemples. Et voilà, donc pardon pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez passer les 5 minutes qui viennent, mais voilà, Suzanne, elle a un enfant très jeune, elle s'en occupe, et on sent qu'elle l'aime, puis elle tombe amoureuse en fait d'un malfrat, elle part avec lui sur les routes et elle laisse derrière, sans se retourner une seule seconde, son fils de 5 ans. Est-ce que c'est un geste féministe pour vous d'avoir représenté ce moment-là ? Oui, je pense, mais pas consciemment. Je me suis pas dit je vais faire un film féministe, je me dis jamais ça. Mais oui, je pense, parce que, en tout cas, ce qui m'intéresse quand même, quand j'écris un personnage féminin, c'est de le représenter dans ce qu'il a d'ambivalent, en fait, et de complexe et de pas lisse. Et comment on peut finalement créer de l'empathie envers des personnes qui ont une part monstrueuse, comme on en a tous, en fait, ou qui sont 50-50, quoi, comme on est tous. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Parce que le cinéma, c'est quand même, pour moi, une tentative d'humanisation
du réel, de la société. C'est nous aider en fait à humaniser ce qui pourrait ne pas l'être. S'intéresser à une personne qu'en fait à qui tu parlerais même pas. Voilà. Et ce que je trouvais intéressant avec Suzanne, c'est de se dire comment on fait pour suivre pendant 2 heures une fille qu'on irait juger très vite dans la vie. Et comment est-ce qu'on peut laisser un enfant derrière soi alors qu'on l'aime? Comment c'est possible ça? Mais c'est possible. Et j'essaie de raconter pourquoi et comment, sans pour autant être dans la causalité, qui est une chose aussi que j'essaie toujours d'éviter au cinéma. Oui, il n'y a pas de justification, vous tentez pas de la défendre en réalité. Juste être avec elle. C'est très factuel. Juste être avec elle et avec le prix qu'elle paye pour sa liberté. Parce qu'il y a toujours un prix à payer quand on essaye d'être plus libre. Mais il y a des figures féministes qui, moi, m'ont toujours beaucoup inspirée. Je pense notamment à Charlotte Perkins Gilman, cette autrice britannique qui était suffragette et qui a abandonné ses enfants. Elle est devenue mère trop tôt, ça ne l'arrangeait pas. Elle avait besoin de militer, elle avait besoin d'écrire. Elle a confié ses gosses à sa meilleure amie en disant « Voilà, je te laisse mon mari avec ». Et elle s'est barrée, écrire ses bouquins. Et j'ai toujours trouvé cette figure super forte et super inspirante. Mais souvent, quand je parle d'elle, on me regarde horrifiée, genre « Mais quoi ? Mais tu te rends pas compte ?» Ce côté monstrueux et forcément tout de suite accolé alors que c'est juste un destin à accomplir en réalité, quoi. Oui, et puis en fait souvent quand on a trop pris sur soi, quand on a trop nié une part de soi, elle revient à un moment de la vie avec une force de dingue et on peut rien faire contre cette force en fait. Et voilà. Et en fait c'est surtout à comprendre que dans des trajectoires comme ça de femmes qui abandonnent, elles ne peuvent pas faire autrement parce qu'à un moment, c'est un enjeu qui est quasi vital, en fait. Et Suzanne, moi, je me le suis toujours racontée comme ça. C'est quelqu'un qui a certainement un manque d'amour énorme. Et en fait, elle a été mère trop tôt et du coup, elle a besoin... En fait, son moteur, c'est d'être aimée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas renoncer à cette histoire d'amour-là, au fait d'être aimée, parce que c'est un moteur viscéral pour elle, en fait. Donc, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas de décision intellectuelle, c'est quelque chose qu'il a... Elle n'a pas le choix. En fait, elle n'a pas le choix à sa manière. Et c'est totalement déchirant pour elle aussi. Je trouve que le film, il parle quand même beaucoup d'être parent, en fait. Ouais. Et ce que je trouve aussi féministe comme geste, c'est qu'au début du film, donc il y a le père de Suzanne et de sa sœur, donc qui est incarné par Adèle Haenel, adulte, Maria, qui élève ses filles seules. Et il y a des scènes de devoirs, de petits déjeuners, des scènes vraiment de quotidien très simples, de mots « arrêtez les filles, mettez la table, t'as fait tes devoirs », qui sont tellement proches de ce que on peut vivre quand on est parent de jeunes enfants. Et auquel on peut s'identifier même quand on est mère, alors qu'on voit un père à l'écran. Ouais. Je trouve que c'était fort aussi de représenter ça, ces gestes du quotidien qui sont tellement souvent associés en fait aux mamans dans le ciné. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ce qui me touchait vachement, c'était cette idée de filmer un père seul, quoi. Ouais. Un père seul avec ses filles, qu'est-ce que c'est ? C'est une mère comme une autre. C'est pareil, quoi. Voilà, c'est exactement la même chose. Ouais. Et je trouve important de rappeler que vous êtes scénariste. Et que ces histoires-là, elles sortent de votre cerveau. Alors, pour pour Réparer les vivants, c'est une adaptation d'un roman. Vous en êtes d'ailleurs assez éloigné. Mais cette tâche de l'écriture, elle rentre aussi en compte donc, quand vous faites... Oui, totalement. En fait, moi, j'adore écrire parce que c'est pas toujours joyeux, l'écriture. Enfin, pour plein de cinéastes, en tout cas, c'est souvent un peu douloureux. Et moi, j'ai la chance d'aimer ça. Mais par contre, j'écris jamais seule. J'ai écrit Suzanne avec Mariette Désert et mes 2 films suivants avec Gilles Torrent. Et par contre, j'ai plus du tout envie d'écrire seule, quoi. J'adore l'écriture à 2 et mes films sont vraiment du ping-pong total entre quelqu'un d'autre et moi. Mais je pourrais pas envisager pour l'instant un film, une série, quoi que ce soit sans être dans l'écriture parce que pour moi, l'écriture, c'est déjà la mise en scène, c'est le sens, c'est tout en fait. Je crois à fond au scénario, moi. Je pense pas qu'on puisse... je pense que c'est les fondations d'un film et qu'il faut y mettre de soi absolument à un moment, enfin d'une manière ou d'une autre. Et que moi, en tout cas, je pourrais pas réussir mon film si je réussissais pas déjà mon scénario, quoi.
Je voudrais revenir à la réalisatrice. Vous dirigez des hommes dans vos films, et pas des moindres, quand même. Michel Galabru, François Damiens, Cool Chain dans Réparer les vivants, Cool Chain, la moitié donc de NTM. Des sacrés beaux morceaux de masculinité, on peut dire. Alors, je sais pas, donnez-nous un petit conseil, quoi, un petit tip. Comment on fait pour diriger un homme de cette trempe-là? Alors là, je sais pas. Non, non seulement il n'y a pas de recette, mais il n'y a pas trop de différence entre les hommes et les femmes. Hein. Comme toujours, comme d'habitude, en fait. Pour moi, la direction d'acteur, c'est quelque chose... Alors, j'ai jamais appris à diriger des acteurs. J'ai vraiment appris en le faisant. Et je trouve que c'est avant tout un état, en fait. Un acteur, déjà, je trouve que le principal, à 80%, la direction d'acteur, c'est de la détente, en fait. C'est juste enlever le stress à l'acteur. Ce stress immense qu'il a, et juste créer le climat qui va faire qu'il va se sentir bien avec moi, qui va avoir confiance en moi. Et ça, j'ai plein de petites méthodes pour ça, mais c'est juste déjà être vraiment moi-même et donner des choses de moi et pour qu'ils aient envie de me donner des choses aussi. Et passer du temps ensemble avant le film, à faire des choses. C'est même pas forcément répéter d'ailleurs, travailler. Parfois, sortir, aller au resto, c'est plus efficace que de répéter. Mais c'est créer ce climat de confiance et cette envie de donner, parce que j'estime qu'une incarnation d'un personnage, elle est réussie quand l'acteur a accepté de donner à ce personnage une part de sa propre vérité. C'est ce qui fera la grande réussite d'une direction d'acteur. Et cette vérité-là a toujours un prix. Et un acteur a toujours une pudeur, une dignité, des choses qu'il a envie de garder. Et voilà. Et plus il sera épanoui, plus il aimera le film qu'il est en train de faire, et plus il sera audacieux, et plus il donnera. Voilà. Donc pour moi, ça passe par là, et je pense que c'est aussi cohérent avec le cinéma que j'ai envie de faire, qui est quand même un cinéma humaniste. Ça revient au début de la discussion sur la question de la relation à l'émotion, à la bienveillance et tout ça. Là, ça me fait penser à des cinéastes comme Jean Renoir, où voilà, cette tentative d'humanisation du réel, du monde, ça fait partie de ce que je cherche à transmettre. Et donc les acteurs sont les vecteurs de cette vision, de ce rapport au monde. Et après, il y a la question de l'intuition, de la relation à l'inconscient, en fait. J'observe beaucoup les personnes, en fait, que sont les acteurs. D'ailleurs, souvent, quand je fais du casting, en fait, je passe beaucoup de temps à regarder sur YouTube les interviews des acteurs, parce qu'en fait, je cherche à voir comment ils sont quand ils sont eux-mêmes. Quand ils jouent pas. Quand ils jouent pas. Et ça m'indique beaucoup de choses sur eux. Et ça me révèle plein de choses de leur vérité, justement, qui est celle que j'irai approcher à un moment. Et ça m'aide beaucoup à choisir. Et après, je sens des choses, et c'est comme si on tourne autour d'une personne, et puis on commence à comprendre, en fait, comment elle fonctionne émotionnellement, qu'est-ce qui la touche, qu'est-ce qui la touche pas. Mais c'est pas forcément formulé, hein, tout ça. C'est vraiment de l'intuition qui passe par plein de détails, plein de choses, et puis à un moment, je vais comprendre où j'appuie, en fait, quoi. Quand est-ce que j'appuie, où j'appuie. Et si un acteur, il a besoin... Il y a des acteurs qui ont besoin qu'on leur parle presque pas. Et parfois, c'est 3 mots, c'est la bonne phrase au bon moment. Parfois, c'est rien du tout. Parfois, c'est beaucoup. Voilà, ils sont tous différents. Mais c'est surtout une espèce de disponibilité hyper grande, en fait, à l'émotion, à la personnalité de l'acteur. Voilà. Et créer le climat qui va convenir à ça. Et après, c'est que de la joie, quoi. Enfin, moi, j'adore les acteurs, j'adore travailler avec eux. Enfin, voilà, c'est une vraie passion, quoi. Vous êtes en train de travailler sur une série sur les débuts de NTM. C'est tellement excitant, j'en ai trop envie. J'espère. Ça va être quelque chose. Ce challenge est dur. Ouais. Va falloir être à la hauteur. Oui, ça, c'est un projet qu'on a avec Hélier Cisterne, réalisateur aussi, qui est mon compagnon. En fait, ça fait 10 ans qu'on rêve de faire un truc sur NTM, et on s'est posé beaucoup la question de comment raconter leur histoire. On s'est assez vite aperçu qu'en film, ça nous convenait pas. Enfin,
Il y a aussi un film en cours, Il y a tout à fait, il y a un film ça, en cours d'Audrey Strugo. Mais nous, le format film, on n'y a jamais cru pour NTM parce que ce serait rentrer dans un biopic classique qui n'arriverait pas à saisir en fait ce qui pour nous est vraiment intéressant dans cette histoire, qui est aussi toute sa dimension sociale et politique, et qui passe par le détail permanent. C'est qu'une histoire de détails, leurs rencontres, leurs obstacles, leurs conflits, leur ascension. Et ce détail raconte tellement de choses sur la banlieue française, la société de l'époque, mais aussi celle d'aujourd'hui, en miroir de celle d'aujourd'hui. La beauté de la puissance de ce qu'est la banlieue, en fait. Parce que la banlieue, elle a quand même ramené le courant culturel le plus excitant est devenu majoritaire aujourd'hui, qui est le mouvement hip-hop. Et jamais personne n'a raconté cette histoire et ne lui a rendu ses honneurs. Donc nous, on s'est dit, mais on peut pas raconter ce truc en 1h30. Il faut du temps, en fait. Et puis, il n'y a pas que dans cette histoire. Il y a plein d'autres personnages dont on a envie de parler et qui vont donner aussi toute la singularité de cette histoire. Et donc, la série, ce serait le format idéal, quoi. Et on en a parlé avec Cool Chain. Et lui était hyper enchanté de cette idée. Et du coup, on a rencontré... Didier, Joystar, qui était OK. Et on est parti. Et donc là, maintenant, la série est financée. Donc, on va pouvoir commencer à attaquer vraiment l'écriture. Donc, ce sera une série pour Arte en 6 épisodes de 6 heures de film. Et ça commence vraiment quand ils sont ados, quoi, à 16 ans, qu'ils se rencontrent, jusqu'à le début du succès, on va dire. Voilà, quand vraiment ça commence à prendre à la fois, en fait, de leur côté, c'est le premier album, le premier Zénith, et paradoxalement, parallèlement, les banlieues s'enflamment, quoi. C'est les émeutes de Vaux-en-Velin, c'est les premières émeutes. 95. Voilà. Non, 95, c'est pas Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, c'est 91. Voilà, il y a les émeutes de 95, mais c'est pas les mêmes. Et donc c'est raconter à la fois leur trajectoire à eux, qui est quand même très, très belle, très positive, mais aussi la trajectoire plutôt descendante autour de toute une banlieue de gens qui sont laissés de côté, d'une situation qui se durcit. C'est vraiment le début En fait, c'est le début de l'abandon des politiques sociales par l'État et par le gouvernement Mitterrand, en fait, qui fait plein de promesses début 80 et puis qui les tient pas. C'est le début des violences policières. Du durcissement des relations entre police et jeunesse dans les banlieues. C'est aussi toute l'installation du trafic de drogue à Saint-Denis, en fait, qui vraiment s'installe, se professionnalise et tout, et qui prend la jeunesse. C'est le début des armes dans les cités. Enfin voilà, c'est tout ça, les années 80. Ça s'appelle le monde de demain et c'est le monde d'aujourd'hui, quoi. Voilà. En tout cas, ça promet d'être encore une belle plongée dans cette époque, les années 80 et 90, que vous dépeignez souvent dans vos films, qui font à chaque fois Madeleine, mais on a le même âge, vous et moi. On approche de la fin de l'interview, il y avait encore pas mal de questions que je voulais vous poser. Je voudrais quand même qu'on parle un instant de Réparer les vivants, donc l'adaptation du roman de Maëlys de Kerangal, qui m'avait moi aussi poignardée à la première lecture, comme ça a été le cas pour vous. Donc c'est l'histoire d'une grève du cœur, qui passe du corps d'un jeune garçon de 17 ans à celui d'une femme d'une 50aine d'années. Moi, je vois encore une fois un geste féministe dans l'histoire que vous avez du coup brodé autour du personnage de cette femme qui, dans le roman de Maëlys de Kerangal, est assez presque anecdotique par rapport au jeune garçon. Cette femme, elle est mère de 2 fils, mais elle est aussi amante. Elle est aussi amoureuse d'une autre femme, une pianiste. Et je trouvais ça... Je vous ai lu dans une interview dire que vous vouliez qu'elle ait une autre raison de survivre que la maternité. Ouais. J'ai des frissons en me disant. Ah ouais, absolument. Pour les mêmes raisons, c'est que tout d'un coup... parce que dans le roman de Maëlys, ce personnage, en fait, était plus, je dirais, une sorte de figure, de réceptacle du cœur. C'était vraiment le livre de Simon. Et ça, c'est vraiment un choix qu'elle a fait d'écrivain. Et d'ailleurs, moi, j'avais aucun manque sur ce personnage-là à la lecture du roman. C'est vraiment au moment de l'incarnation et du fait de m'approprier tout ça, je me suis dit, mais j'ai envie que cette femme existe. Et en effet... Si elle n'existe que pour ses fils, ça me saoule. Enfin, il y a un truc qui va pas. Donc, on lui a inventé cette problématique amoureuse. Mais parce qu'aussi, je trouve, c'est un âge qui me touche vraiment beaucoup, la cinquantaine chez les femmes.
C'est un âge super dur parce que souvent tes enfants sont grands, ils t'appellent moins, ils ont moins besoin de toi. Ta vie professionnelle en général, elle est arrivée là où elle devait arriver, réussie ou ratée, quoi. Il n'y a pas énorme de perspectives. Ton histoire principale d'amour, souvent elle est finie, ou en tout cas, ça dépend, mais est-ce que tu peux revivre une histoire d'amour à 50 ans ? Voilà, et puis on est tellement obsédés, nous, en tant que femmes, par la question du vieillissement, du corps et tout. La société nous presse tellement là-dessus que c'est hyper dur de vieillir. Et voilà, du coup, c'est un âge que j'adore, que je trouve hyper bouleversant. Et je me disais, mais finalement, à 50 ans, si on te dit, tu vas mourir, alors tu peux continuer à vivre, enfin... Il faut que tu acceptes une greffe et puis au final, tu as quand même 25% de chance d'y rester, mais tu peux repartir pour une dizaine d'années. Qu'est-ce qui fait que tu y vas, en fait ? Parce que tout le monde va te dire d'y aller. Évidemment, tes enfants, ils n'ont pas envie que tu meurs, la société n'a pas envie, le corps médical n'a pas envie. Où est ta liberté et à quel endroit tu peux puiser encore du désir ? Et je me suis dit, possiblement dans l'amour, en fait. Et c'est comme ça qu'est venue cette histoire. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'entends beaucoup d'histoires de femmes qui aussi, à cet âge-là, ont des histoires avec d'autres femmes, qui sont hétéros ou bisexuelles, enfin, qui ont plutôt vécu une vie avec un homme, qui ont eu des enfants, et qui rencontrent une femme et qui vivent autre chose. Et du coup, j'avais envie, qu'il y ait une histoire avec une femme. Encore une représentation qu'il fallait faire, donc merci de l'avoir faite. C'est troublant parce que vos héroïnes vous ressemblent physiquement. Sarah Forestier dans Suzanne, c'est troublant, hein, surtout au début avec la frange. À un moment donné, je dis mais elle s'est mise en caméo. Ah non, c'est Sarah Forestier. Et dans Réparer les vivants aussi, Emmanuelle Seigner, c'est vraiment vous encore une fois avec la frange, même le style vestimentaire. Et en fait, c'est comme si vous vous offriez la possibilité de mettre votre corps ou un corps qui ressemble au vôtre, en tout cas dans toutes les histoires que vous créez. Il doit y avoir de la vérité là-dedans, mais c'est pas quelque chose de très conscient chez moi. C'est pas conscient ? Non, c'est vraiment pas conscient. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir un prolongement de mon imaginaire à travers des actrices que je rencontre et voilà. Et puis il y a aussi un mimétisme en fait de la direction d'acteur, je pense. Parce qu'en fait, Sarah, elle me ressemble pas tellement. Hein. Vous la mettez à côté de moi, on se ressemble pas. Emmanuel, pas vraiment non plus, mais dans le travail, il y a quelque chose qui passe. L'acteur, il prend beaucoup du metteur en scène, des mimiques, parfois même de la gestuelle. Il y a quelque chose qui fusionne dans les deux sens, en fait. Donc peut-être ça s'imprime aussi dans le film. Si vous regardez, je sais pas moi, Amalric chez Desplechin, vous allez voir Desplechin. On connaît pas les cinéastes, donc on se rend pas compte de ça, mais... je trouve aussi, il y a plein de réalisateurs, de réalisatrices où en fait il y a comme ça une sorte d'alter ego, une dualité qui se crée avec l'acteur principal. C'est pas particulier à moi, mais voilà. Après ça, peut-être ça changera. J'en sais rien du tout. Mais ça résonne un peu parce que vous dites tout à l'heure cette phrase de Truffaut, une vie que j'ai vécue, que j'aimerais vivre ou que j'aimerais pas vivre. C'est un peu ça aussi. Vous testez un peu des vies, quoi. Quelle liberté, quel pouvoir de pouvoir faire ça. C'est vrai, exactement. Bon, la transition va être un peu abrupte, mais je dois la poser, cette question. Okay. Qu'a-t-elle qu'il est vrai ? Comment vous entendez-vous avec votre utérus ? Ah ouais, rien à voir. Mon utérus, plutôt pas mal. Je le remercie pour les enfants que j'ai eus, parce que j'en ai 2, pour le plaisir que j'ai à faire l'amour quand je le fais. Je sais pas, non, ça va. Cool. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? J'imagine que sans réseaux sociaux, c'est plus facile. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par chambre ? Un espace où vous pouvez créer, où vous pouvez être vous-même, être libéré des obligations que vous pouvez avoir en tant que chef d'entreprise, en tant que mère. Pas facile, hein. Comme tout le monde, pas facile. En fait, c'est compliqué, cette espèce de dichotomie. Moi, je la ressens vachement. C'est quoi être une bonne mère ? C'est quoi être une bonne réalisatrice ? Attention, il faut exister, il faut être là, il faut faire des films, il faut être vu, et en même temps, il faut s'occuper de ses enfants parce que sinon on va le payer. Puis, et c'est vachement difficile de se sentir bien avec ça au quotidien.
Donc je fais comme je peux en fait. J'essaie surtout toujours de me rappeler à quel point la vie est plus importante que tout, quoi. Beaucoup plus importante que le cinéma. Même si je serais pas heureuse sans le cinéma, je le sais, donc je dois bien faire avec. Mais et surtout, j'essaie d'être patiente en fait, de pas aller à la vitesse du monde autour, de me dire n'aie pas trop hâte d'exister, fais les choses en profondeur en fait. C'est les choses profondes qui restent. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La dynamite. Merci On va tout beaucoup. faire péter. Merci Catel Kilévé. Merci. Merci à Catel Kilévé d'être venue faire parler la poudre avec moi. Merci à Alicia Mille de nous avoir accueillis pour cet enregistrement. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Gaïa Marty. À la programmation, Laura Cuissard, et au mixage, Audrey Ginestet. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la Poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela vous permettra de découvrir Mortel, Queer, Primo, Quad Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur le site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler la poudre.